Les guerres non déclarées sont devenues monnaie courante. C'est tragique, mais notre gouvernement mène des guerres préventives, autrement dit, des guerres d'agression, sans que le peuple américain ne s'en plaigne. Malheureusement, nous nous sommes habitués à vivre avec l'usage illégitime de la force par le gouvernement. Pour construire une société vraiment libre, il faut comprendre et rejeter le principe même de l'initiation de la force. Et si parfois, aimer son pays voulait dire qu'il fallait changer, ou même abolir, le gouvernement? Et si Jefferson avait raison? Et si le meilleur gouvernement, c'était celui qui gouverne le moins? Et si c'était dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort? Et s'il valait mieux mourir en se battant pour la liberté que vivre en esclave? Et si le moment le plus critique pour la liberté, c'était maintenant? Bonjour à tous, le juge Andrew Napolitano avec vous pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 mai 2026. Max Blumenthal est avec nous. Max, c'est un plaisir, mon cher ami. Merci beaucoup. Le New York Times a publié un article signé par l'un de ses journalistes de longue date, Nick Kristof. Il y décrit, avec des détails très crus et difficiles à lire, les résultats de son enquête auprès d'anciens prisonniers, d'anciens gardiens, ainsi que d'anciens responsables du renseignement et de l'armée en Israël, à propos des abus sexuels horribles subis par des prisonniers palestiniens, hommes et femmes. Les autorités israéliennes, sans surprise, ont réagi en affirmant qu'il s'agissait d'histoires inventées d'abus sexuels sur des femmes et des hommes le 7 octobre. Je suis sûr que tu as ton avis sur tout ça. I'm sure you have some thoughts on all of this. Oui, absolument. J'écris là-dessus depuis peu après le 7 octobre. C'est vraiment en novembre qu'Israël a lancé ce que j'appelle une fausse histoire de viol de masse liée au 7 octobre, pour fabriquer le consentement autour du génocide qu'il menait à Gaza, après que son ministre de la Défense a déclaré qu'ils allaient affamer et assiéger, selon ses mots, les animaux humains. Benjamin Netanyahou, lui, a parlé des Amalécites de Gaza, en référence à la tribu que le Dieu de l'Ancien Testament aurait exterminée dans le Deutéronome. Pendant tout ce temps, alors qu'Israël fabriquait de fausses accusations de violences sexuelles pour le 7 octobre, des accusations absurdes dont on va parler dans un instant, il menait en parallèle des violences sexuelles systématiques dans des lieux comme le camp de concentration de Sde Teiman. Et je vais vous lire un passage daté du 6 juin 2024, qui a été enfoui dans les pages du New York Times. C'était effectivement rapporté à l'époque à propos d'un prisonnier, Al-Hamlawi, un infirmier que je crois Nicolas Kristof a fini par interviewer plus tard. C'était mentionné, je crois, au 15e paragraphe, page 16 du New York Times. Il disait qu'une officier avait ordonné à 2 agents de le soulever. Et honnêtement, je ne sais même pas si je peux répéter ce qui suit, parce que je ne sais pas ce qu'il adviendrait du clip sur YouTube. Mais il a été, en substance, sodomisé avec une tige métallique. Et cela s'est reproduit, encore et encore. Des témoins sont venus dire que cela s'était passé. Ils ont transmis leur témoignage à B'Tselem, l'organisation israélienne de défense des droits humains, qui a publié un rapport intitulé « C'est l'enfer » sur l'archipel de camps de concentration et de torture d'Israël, où des Palestiniens ont été systématiquement sodomisés, violemment agressés. Puis, on a découvert qu'il existait des preuves vidéo de cette campagne systématique de violence sexuelle contre des Palestiniens. Et on a appris, à la fin de l'année dernière, que c'était la principale procureure militaire israélienne, la chef du JAG, qui avait diffusé des images montrant des gardiens de prison israéliens en train de sodomiser violemment un prisonnier palestinien devant la caméra. Elle a publié ces images
parce que tout le système judiciaire, militaire et politique israélien voulait étouffer l'affaire et la détruire. Après qu'on l'a identifiée comme la source de la fuite, elle a tenté de se suicider, puis elle a été arrêtée. Les soldats finalement jugés pour cette campagne systématique de viol en prison contre des détenus palestiniens sont devenus des héros nationaux. Des réservistes israéliens ont organisé des émeutes, envahissant des bases militaires, et le tribunal où ils étaient détenus ou jugés pour exiger leur libération. Tous ces hommes ont fini par être libérés et totalement disculpés, alors même qu'il existait des preuves vidéo. Et certains d'entre eux ont même été invités sur des émissions de télévision israéliennes, sur la chaîne 14 par exemple, la chaîne pro-Netanyahou, où ils ont été présentés comme des héros. On sait qui ils sont. Ils ne se cachent pas, et ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Certains sont même allés sur des plateaux télé en Israël pour se vanter d'avoir utilisé des chiens comme armes d'agression sexuelle contre des prisonniers. Et aujourd'hui, le gouvernement israélien ne dit pas « il faut enquêter davantage et se débarrasser de ces brebis galeuses », comme l'ont fait les États-Unis après Abu Ghraib. Non, le discours, c'est plutôt « ce ne sont que quelques brebis galeuses. Nous allons enquêter. Laissez-nous mener notre propre enquête. » Il traite Nicholas Kristof et le New York Times comme s'ils étaient Julius Streicher, l'éditeur nazi de Der Stürmer, qui a été exécuté à Nuremberg. En fait, leurs partisans appellent littéralement à tuer le messager. Le gouvernement israélien nie totalement que quoi que ce soit de tout cela se soit produit et qualifie tout ça, évidemment, de calomnie antisémite. Voilà, et ça montre bien pourquoi. C'est une autre raison pour laquelle le système d'apartheid israélien doit être démantelé. Parce que face à des preuves de viol systématique en prison, au lieu de dire qu'ils vont traiter la question selon le droit international, ils déclarent que l'ennemi, ce sont ceux qui ont révélé les faits. Et je peux prouver que ça dure depuis des décennies, si vous voulez. Oui. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce qu'il est seulement concevable que la direction israélienne, les plus hauts responsables politiques, Netanyahou et son gouvernement, n'aient pas été au courant de ça? Bien sûr qu'ils étaient au courant. Mais qui est responsable des prisons? C'est Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir, c'est le ministre de la Sécurité, celui qui a déclaré vouloir rendre la vie infernale aux détenus palestiniens. Lors de sa propre fête d'anniversaire, il a reçu fièrement un gâteau décoré d'une corde de pendu en glaçage pour symboliser son souhait d'exécuter des prisonniers palestiniens. Il a aussi distribué des pins dorés en forme de corde pour représenter sa campagne en faveur de lynchage massif de prisonniers palestiniens. Il s'est filmé en train d'humilier des détenus palestiniens. Il s'est aussi filmé avec des prisonniers palestiniens qui avaient été torturés. Et Kristof, du New York Times, a appelé son bureau pour lui demander de commenter cet article. Ils ont tout simplement refusé de répondre. Il est au courant. Il en est fier. C'est exactement ce qu'il veut. Israël a-t-il la peine de mort? Techniquement, non. Et pourtant, la Knesset a adopté une loi autorisant la peine de mort pour les prisonniers palestiniens. Itamar Ben-Gvir et ses lieutenants ont sorti le champagne à la Knesset pour fêter ça. Voilà l'Israël qui est l'allié indéfectible de l'Amérique, celui qui célèbre des massacres au champagne, en pleine guerre. Le Parlement élu, la Knesset, dont le ministre de la Sécurité a fait mettre une énorme corde de pendu sur son gâteau d'anniversaire. Et il en est manifestement fier. Comme je l'ai dit, des gardiens de prison et des responsables politiques israéliens sont passés à la télévision nationale pour déclarer que, si quelqu'un est un commando du Hamas, il mérite d'être violé avec un chien. D'après vos propres recherches et votre compréhension du système pénal israélien, l'article de Kristof était-il bien documenté et crédible?
Christoph article documented and credible? Well, the part that wasn't credible was his acceptance. Eh bien, la partie qui n'était pas crédible, c'est son acceptation de fausses accusations d'agression sexuelle systématique le 7 octobre contre des Israéliens. Personne n'a présenté le même niveau de preuve, comme ces 14 personnes qui auraient subi directement des agressions sexuelles, ce qu'il prétend avoir recueilli. Il parle de 14 personnes, pas seulement des témoins, mais des prisonniers qui auraient eux-mêmes subi des agressions sexuelles. Je devrais préciser qu'on connaît aussi les noms de ceux qui ont été tués par des gardiens de prison israéliens dans cette vague de torture, d'agressions sexuelles et de mauvais traitements. Le docteur Adnan Bursh, l'un des principaux médecins de l'hôpital Al-Shifa, a été enlevé à Gaza, dans son propre hôpital. Ce médecin, très respecté, aurait été agressé sexuellement à mort par des gardiens de prison israéliens. Donc, on connaît les noms, on sait ce qui s'est passé, on sait qui sont ces 14 personnes. Elles se sont manifestées. Du côté israélien, cet article a été publié d'ailleurs dans la rubrique Opinion du New York Times. En 2024, le New York Times a publié un article scandaleux dont l'un des auteurs a d'ailleurs été licencié. L'article a été complètement discrédité. Il s'intitulait « Des cris sans mots ». Et non, personne ne s'est présenté comme survivant d'une agression sexuelle le 7 octobre pour cet article. Tout reposait sur des rumeurs, des témoignages de seconde ou de troisième main qui ont été invalidés. Cet article-là, lui, était en première page du New York Times. Celui-ci, il a été relégué dans la rubrique Opinion. Cherchez l'erreur. Incroyable. Wow. Another article. Un autre article qui circule beaucoup cette semaine a été écrit par Robert Kagan, le mari de Victoria Nuland, une figure majeure des néoconservateurs et ancien conseiller à la sécurité nationale de Dick Cheney. Le titre de l'article, c'est « Échec et mat en Iran. Washington ne peut ni inverser ni contrôler les conséquences de la perte de cette guerre. » Max, j'ai lu l'article 2 fois. Il aurait très bien pu être écrit par Scott Ritter ou le colonel McGregor. C'est une véritable mise en accusation de ce que Trump a essayé de faire. Alors il y a bien quelques passages qui évoquent de futurs bombardements, ce qu'on ne trouverait évidemment pas chez McGregor ou Ritter. Mais ces conclusions, elles, sont une gifle pour les néoconservateurs qui ont influencé Trump. Eh bien, je pense que tout le monde qui regarde sait qui est Robert Kagan. Comme vous l'avez dit, c'est le mari de Victoria Nuland, qui a été chef de cabinet de Dick Cheney, puis a servi sous Obama et Biden comme haut responsable du département d'État et principal architecte du projet Ukraine. Aujourd'hui, Kagan est plutôt aligné sur les démocrates et sur l'aile interventionniste. D'ailleurs, il a levé des fonds pour la campagne d'Hillary Clinton en 2016. C'est aussi une figure farouchement anti-Trump, qui croit toujours, de toute évidence, à la vision qu'il avait formulée avec William Kristol, un autre meneur du mouvement néoconservateur opposé à Trump. Cette vision, c'est celle qu'ils avaient exposée dans le document du Project for a New American Century, celle d'une hégémonie bienveillante, et dans leur tribune commune au Council on Foreign Relations, à l'époque où les États-Unis dominaient encore un monde unipolaire. World hegemony. And he would like to get back to that. And so he's lamenting what Donald Trump has done, correctly assessing that the U.S. has been resoundingly defeated in Iran and that this defeat will reverberate for a generation much more than Vietnam or Afghanistan, which, as he points out, were costly but did not do lasting damage to America's overall position in the world. So he calls Iran possibly the worst defeat the U.S. has suffered militarily in its history. And he's probably correct. The difference between, me and Robert Kagan is that I think that's a good thing. I think that's a great thing. Robert Kagan thinks that's a terrible thing.
Why do I think it's a good thing? Do I want America to be like destroyed and turned into a C'est pas du tout ce que je veux dire. shell of its former self? No, that's not what I'm talking about. It means that America will be chastened, that it will actually. Ça veut dire que l'Amérique sera rappelée à l'ordre, qu'elle pourrait peut-être en tirer une leçon. Le syndrome du Vietnam, c'était une bonne chose pour l'Amérique. Ça voulait dire qu'il y a eu une période de retenue avant que les États-Unis n'aillent en Irak la première fois. Et cette guerre-là, c'était justement pour surmonter le syndrome du Vietnam. Qui poussait les États-Unis à aller en Irak les 2 fois? Rumsfeld, je crois. Cheney aussi. Et où étaient Rumsfeld et Cheney dans les années 70? Ils étaient au Conseil de sécurité nationale de Gerald Ford. À cette époque, ils ont supervisé un incident raté quand les États-Unis ont tenté de reprendre un navire appelé le Mayaguez en 1975. Des marins américains avaient été capturés, je crois, par les Khmers rouges. Et cette opération, qui a échoué, visait déjà à surmonter le syndrome du Vietnam. Aujourd'hui, Kagan s'inquiète d'un possible syndrome de la guerre avec l'Iran. Kagan is worried about an Iran war syndrome. I think Iran war syndrome could be great for America. Je pense que ce qu'on pourrait appeler le syndrome de la guerre avec l'Iran pourrait en fait être bénéfique pour l'Amérique, parce que ça nous obligerait à nous concentrer sur nos propres problèmes, au lieu d'essayer de faire ce que Robert Kagan veut depuis des années, renverser d'autres gouvernements, violer le droit international à travers ses projets violents de changement de régime et détruire des régions entières au nom de la démocratie. Robert Kagan, encore une fois, je pense que c'est un éditorial important. Il a raison sur un point. Les États-Unis ont été vaincus. Et il a aussi raison sur les raisons de cette défaite. Mais ce que Robert Kagan représente, c'est l'élite impériale qui assiste à un énorme revers pour sa vision du monde. Et pendant la première ou la deuxième année du premier mandat de Donald Trump, Robert Kagan a publié son dernier livre, intitulé « La jungle repousse ». L'Amérique mon en péril. Je vais vous lire l'argument tiré de ce livre. Robert Kagan, voici sa thèse, explique pourquoi un retrait américain serait la pire réponse possible, car il repose sur une lecture fondamentalement erronée et dangereuse du monde. Comme une jungle qui repousse sans cesse après avoir été coupée, le monde a toujours été peuplé d'acteurs dangereux qui, laissés sans contrôle, ont à la fois la volonté et la capacité d'aggraver les choses. Alors, de quoi parle-t-il avec cette image de la jungle? La jungle, ce sont des pays comme l'Iran, Cuba ou le Venezuela, les soi-disant États voyous, l'axe du mal. Et les États-Unis, eux, seraient le chef du jardin, comme l'a tristement dit Josep Borrell, l'ancien responsable de la politique étrangère de l'Union européenne. L'Europe, c'est un jardin. Les États-Unis aussi, c'est un jardin. Et on dit qu'il faut entretenir la pelouse, empêcher la jungle d'envahir. Mais la réalité, c'est que non. C'est nous la jungle. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre contre l'Iran. Une guerre que Robert Kagan soutenait. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre en Irak. C'est pour ça que les États-Unis ont détruit la Yougoslavie. Et qu'est-ce qui s'est passé quand les États-Unis ont détruit la Yougoslavie? L'ONU, qui était en grande partie sous l'influence américaine, a déclaré que cette guerre n'était pas légale, mais qu'elle était légitime, dans son rapport de 1999. Donc, la jungle, c'est la partie du monde qui a détruit le droit international. Ce sont les États-Unis et Israël. Et maintenant, qu'est-ce que dit l'Iran? Ce que ça veut dire, c'est que le droit international doit être respecté. Pour que, par exemple, notre navire, le Dina, ne soit pas torpillé dans l'océan Indien, en eaux internationales, avec plus de 100 marins à bord d'un bâtiment non armé, massacré. Le droit international doit être respecté pour que 168 écolières et leurs professeurs ne soient pas tués à Minab. Et le détroit d'Ormuz, c'est le point d'étranglement où l'Iran, en réalité, tient la ligne face au retour de la jungle. L'Iran se tient dans la brèche face à la sauvagerie, face aux barbares qui ont déclaré vouloir détruire toute une civilisation. Alors, toute la vision du monde de Robert Kagan,
et la thèse de son dernier livre ont été complètement renversées par cette guerre. Et c'est bien ça, au fond, qui le met en colère. Waouh, quelle analyse, vraiment remarquable. Pendant que tout ça se passait avec toute la colère autour de ces deux articles, qu'est-ce que Tsahal faisait au Liban? Eh bien, je recommande à tout le monde de suivre notre correspondant, Wyatt Reed, de The Grey Zone. Il est actuellement au Liban, il a fait plusieurs allers-retours dans le sud du pays, et il va publier des reportages directement du terrain. Wyatt revient tout juste d'Iran, où l'un de ses derniers reportages a été diffusé sur notre chaîne YouTube. Il y montrait la destruction par Israël de l'hôpital Gandhi, l'un des établissements médicaux les plus modernes d'Iran. Et plus récemment, il a assisté aux funérailles d'une famille de 9 personnes, tuées lors d'une frappe aérienne israélienne dans le sud du Liban. La cérémonie a dû se tenir à l'écart de leur ville, Jebchit, par crainte qu'Israël ne bombarde même les funérailles. Et si on replace tout cela dans un contexte plus large, voilà ce qu'Israël est en train de faire. Il s'en prend à des civils, il tue les secouristes. Chaque jour, 2 secouristes sont tués. On bombarde des hôpitaux, des écoles. On bombarde aussi des églises, y compris celles de ses anciens alliés chrétiens dans le sud du Liban. C'est une population entière qu'on est en train de décimer pour créer une zone tampon à la manière de Gaza, puis tracer une ligne jaune où plus personne ne pourra revenir. Parce que cette population, majoritairement chiite, est perçue comme la base de soutien du Hezbollah. Et comme on sait qu'il est impossible de vaincre le Hezbollah militairement, on s'en prend à sa base de soutien. On la pousse dehors, quasiment jusqu'au fleuve Litani, pour éliminer tout le territoire sous contrôle du Hezbollah. Mais cette stratégie échoue pour plusieurs raisons, notamment à cause du succès des drones FPV à fibre optique du Hezbollah, capables de frapper des cibles israéliennes où ils le veulent, alors même qu'Israël tente d'occuper cette zone. Et ce ne sont pas seulement les blindés israéliens ou les excavatrices qui détruisent des maisons civiles et rendent cet endroit invivable. C'est aussi quelque chose qui pénètre profondément dans la psyché du public israélien. Ce même public, à qui Benjamin Netanyahou avait déclaré, après le cessez-le-feu de 2024 avec le Hezbollah, qu'il avait remporté une victoire gigantesque et affaibli le Hezbollah, au point qu'il ne pouvait plus menacer Israël. Aujourd'hui, les Israéliens voient ces soldats revenir à l'hôpital Rambam de Tel Aviv, ou revenir dans des sacs mortuaires, et ils comprennent qu'on ne leur a pas dit la vérité. Et plus encore, la ville de Kiryat Shmona, au nord du pays, doit être évacuée de fait. Netanyahou n'arrive pas à créer un espace sûr pour permettre aux habitants de retourner dans le nord. C'est la 2e fois que cela se produit depuis le 7 octobre. Il y a une élection qui approche en Israël. Si elle avait lieu aujourd'hui, le Likoud perdrait et les opposants de Netanyahou, dans une coalition entre le droitier Naftali Bennett et Yair Lapid, gagneraient probablement. Donc cette guerre affaiblit en réalité Netanyahou, et elle montre aussi au public libanais que sa propre direction, qui doit négocier avec Israël et les États-Unis demain et vendredi, les a complètement trahis. Non seulement il viole la constitution libanaise en négociant ouvertement avec Israël, mais il dépasse aussi leur mandat parce que la plupart des Libanais ne soutiennent pas ces négociations. C'est un mécanisme sournois, pas très malin, pour normaliser les relations avec Israël sous couvert de paix. Et en ce moment, il n'y a aucune paix au Liban. Eh bien, pendant que tout ça se passe, on continue d'entendre des rumeurs sur des membres de la famille Trump et des proches du monde des affaires impliqués dans des opérations d'initiés. Oui, des fortunes qui se font en quelques secondes après des annonces du président. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Well, there was a scandal that we discussed Eh bien, last week. il y a eu un scandale dont on a parlé la semaine dernière, et je pense que c'est l'un des plus gros scandales de journalisme d'accès de notre époque. Environ 70 minutes après que le journaliste d'Axios, Barak Ravid, a publié un article, son 5e en seulement 19 jours à ce moment-là, qui faisait naître de faux espoirs d'un accord entre les États-Unis et l'Iran, en avançant l'idée d'un plan en 14 points sur lequel les deux pays étaient soi-disant sur le point de s'entendre. Eh bien, 70 minutes après cette publication, 920 millions de dollars de positions à la baisse sur le pétrole brut ont été enregistrés. Et cela a permis de dégager 125 millions de dollars de profits d'initiés. $125 million in insider profits. It has been very obvious. Depuis le tout début de ce conflit, le 28 février, il est très clair que Barak Ravid, ancien officier de l'unité de renseignement 8200 en Israël et réserviste de l'armée israélienne jusqu'en 2023, a servi de dupe et de levier pour Steve Witkoff, Jared Kushner et Donald Trump, afin de manipuler les marchés et tenter de maintenir les bourses à flot, alors même que la guerre provoquait des dégâts économiques dans le monde entier. Regardez tous les rapports signés par Barak Ravid. Il écrit toujours « Des responsables américains disent » ou « 3 responsables américains m'ont confié que » et à chaque fois, c'est pour entretenir de faux espoirs. Et ces histoires sont régulièrement, presque systématiquement, démenties par les responsables iraniens, qui refusent de négocier sur ces bases mensongères. Dans la plupart des cas, cela devrait pousser les médias à enquêter davantage. L'un de nos collègues est en fait utilisé par l'administration la plus corrompue de l'histoire, celle qui engrange des milliards et des milliards de dollars de profits d'initiés grâce à cette guerre. Pendant ce temps, les fils de Trump obtiennent des contrats de drones auprès de sous-traitants du Pentagone, y compris une entreprise israélienne qui développe actuellement une technologie pour le champ de bataille iranien. Tout cela paraît extrêmement corrompu, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. À la place, les habitués de Washington, Dana Bash, Jake Tapper, les 2 exécuteurs sionistes de CNN par exemple, et tout un cercle de journalistes du Beltway se sont regroupés pour défendre leur collègue Barak Ravid et protéger ce réseau de corruption, parce qu'eux aussi participent à ce type de journalisme d'accès corrompu. Et ce faisant, ils ont empêché les grands médias américains d'enquêter sur le plus grave scandale de journalisme d'accès de notre époque. Il n'y a absolument aucune couverture médiatique de tout cela aux États-Unis. Oubliez l'enquête du ministère de la Justice. Eh bien, ça va être une dissimulation. Je veux dire, ils enquêtent juste pour pouvoir couvrir la famille Trump. C'est ça, le ministère de la Justice, le cabinet d'avocats personnel de Donald Trump. Malheureusement, ce que vous dites est vrai. Le délai de prescription pour la plupart de ces crimes est de 5 ans. Et qui sait, qui dirigera l'enquête du ministère de la Justice dans 3 ou 4 ans? Certains de ces crimes ont des délais plus longs, selon la façon dont ces gains sont traités sur le plan fiscal. Est-ce que Trump a encore des cartes à jouer avec le président Tsai? Avec Xi, certainement pas. Il emmène 12 soi-disant chefs d'entreprise, en réalité des oligarques, pour aller en gros supplier Xi d'obtenir des contrats et des affaires. C'est ça, l'objectif principal de Donald Trump. Et il y a eu très peu de préparation pour ce voyage, alors même que Donald Trump promet d'offrir quelque chose à la Chine. J'ai vu passer des informations parlant d'un montant d'environ 1000 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Je n'ai jamais soutenu Donald Trump, ni sa fausse version du slogan « America First ». Mais je me demande bien ce que les partisans de cette idée en pensent. Je m'attends à ce qu'on voit des véhicules électriques chinois BYD sur les routes américaines d'ici 5 ans. Ils sont moins chers et à bien des égards
meilleurs que les véhicules électriques américains. They're cheaper Alors, in many ways peut-être que ce superior sera une to bonne established chose. vehicles. So Mais les maybe that'd constructeurs be a good automobiles thing for US américains, car dont manufacturers certains ont pu soutenir le concept d'America First, some of them eux may have ne vont pas supported apprécier. a concept of America first. They're not going to be happy about that. Oh, how Et tous ces membres du syndicat de l'automobile, alors? members. Oui, Goodbye to MAGA. Adieu à MAGA. Max, comme toujours, tu es une vraie mine d'informations. Merci beaucoup, surtout pour tout ce que tu as rappelé à propos de Nicolas Christophe et de Robert Kagan. Le grand Phil Giraldi est d'accord avec toi, il sera avec nous à 15h cet après-midi, et il m'a dit en gros, la moitié de ce qu'il dit est vrai, l'autre moitié ne l'est pas, mais c'est un homme furieux en parlant de Kagan. Wow. Merci Max. Wow. Thank you, Max. merci beaucoup, monsieur le juge. Mes salutations à votre famille. On se revoit bientôt. Tout le meilleur. Best. Ravi de vous voir. Thank you. Coming up, if you're Merci. watching us live, Dans un instant, si vous nous regardez en direct, dans 15 minutes à 2 heures, nous parlerons de tout cela, ainsi que de ces nouvelles recherches sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Qui les a vraiment utilisées? Aaron Maté. Et à 3 heures, comme mentionné plus tôt, le grand Phil Giraldi. Ici le juge Napolitano pour Judging Freedom. the great Phil Giraldi, Just Napolitano for Judging Freedom.